Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen. Le coronavirus enserre notre quotidien depuis plus d'un an maintenant. Ces derniers mois, la pandémie contribue aussi à la propagation accélérée des virus informatiques, des cyberattaques et autres arnaques en ligne. Le travail à distance notamment a créé des failles. Pour évoquer et débattre de ces questions de sécurité parfois trop transparentes pour beaucoup d'entre nous, avec moi sur ce plateau, Michel Rousseau, fondateur et dirigeant de SOS Data, entreprise spécialisée en cybersécurité, la seule labellisée par le gouvernement en Nouvelle-Aquitaine, on le précise. Alain Pichon, président du conseil départemental de la Vienne, instance récemment victime d'un ransomware. Maréchal des logis-chefs Yannick Labetoul, gendarme spécialisé en cybersécurité. Marc Parentoen, enseignant-chercheur à Niort au sein du Master Management des risques des systèmes d'information de l'Université de Poitiers. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation. Sentez-vous libre de débattre entre vous et puis vous qui nous regardez sur une télé, un téléphone ou une tablette. Vous êtes les bienvenus pour commenter ce débat via notre page Facebook France 3 Nouvelle-Aquitaine ou depuis Twitter avec le hashtag Noah. Vous l'avez remarqué, nous sommes tous masqués. C'est en raison, évidemment, du contexte sanitaire et du nombre de personnes ici sur ce plateau. Voilà, une consigne de prudence utile et nécessaire. Une première question rapide à chacun. Comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser au sujet de la cybersécurité pour la première fois? C'est quoi votre premier contact avec cette question, Monsieur Rousseau? Le premier contact sur la cybersécurité, c'était la suite logique de l'informatique. Nous sommes hébergeurs de données informatiques. Donc, autant prévenir que guérir. Donc, c'est un sujet qu'on regarde de très près tous les jours. Monsieur Labetoul. Oui, je suis analyste en renseignement et je suis issu du milieu civil. Et avant d'être dans le civil, j'étais dans le monde de l'entreprise. J'étais tourneur-fraiseur. Donc, forcément, quand je me suis tourné vers le renseignement, j'ai eu un intérêt pour l'entreprise et puis pour protéger les entreprises. Monsieur Parentoen. Après 20 ans de recherche en réalité virtuelle, j'ai eu une possibilité de poste sur Poitiers et il fallait prendre en main un master de cybersécurité organisationnelle. Donc du coup, je m'y suis intéressé, forcément. C'était un nouveau sujet de recherche, un nouveau sujet passionnant. Donc voilà, il y avait vraiment de quoi faire. Et Monsieur Pichon, c'est récent? C'est récent, le 21 janvier, quand le directeur de notre service informatique m'appelle et me dit « Nous sommes piratés, cellule de crise, voilà ». Paralysie, et tout ce qui s'ensuit. On va y revenir. C'est ce contexte d'urgence avec des attaques multipliées qui fait accélérer le gouvernement sur le sujet. Depuis le début de l'année, une cyberattaque majeure est lancée chaque semaine contre un hôpital en France. Ceux de Villefranche-sur-Saône, de Périgueux, de La Rochelle et aussi celui de Dax en ont fait les frais en février. Un coup d'œil aux conséquences avec ce reportage dans les Landes, justement quelques jours après l'attaque. Donc vous vous souvenez plus du nom du médecin? À l'accueil des patients, ces ordinateurs portables ont remplacé les feuilles de papier et les stylos, mais ne sont pas pour autant connectés en réseau. Aucune donnée n'est accessible aux agents. C'est un peu pesant, parce que les patients, eux, ils comprennent pas trop, ils savent qu'ils ont les données sur l'ordinateur et on leur dit qu'on n'a plus rien, ils ont du mal à comprendre. Donc il faut répéter les choses, le masque, le plexi. Voilà, le contexte actuel fait que c'est compliqué. 10 jours après cette cyberattaque, le centre hospitalier de Dax continue de fonctionner, mais de façon très dégradée. En radiothérapie, cette machine ne peut traiter aucun patient. Elle est totalement à l'arrêt. C'est la principale victime de la cyberattaque. Les patients également, mais cette machine l'est. Tout est dépendant de l'Internet. Dans le service de chimiothérapie, médecins et infirmières n'ont plus accès aux dossiers médicaux. Pour les traitements, ils comptent sur la solidarité des hôpitaux de la région. On arrive à absorber pas mal de chimiothérapie, mais on ne peut pas faire le nombre de chimiothérapies qu'on faisait auparavant. Et là, la pharmacie du centre hospitalier de Mont-de-Marsan nous aide dans la fabrication de produits. Il y a une surcharge de travail qui est quand même assez importante et avec une attention particulière pour chaque patient pour éviter de faire des erreurs. Eux aussi sont sur le qui-vive. Les agents du service informatique travaillent d'arrache-pied, épaulés par des experts. L'hôpital de Dax est toujours sous la menace des hackers. Comme nous n'avons pas répondu à leur attente en versant la rançon, on reste encore une proie intéressante pour eux parce que jusqu'au bout, ils vont tenter de nous harceler en quelque sorte. Et ils vont essayer de trouver des failles que l'on pourrait laisser ou qui n'auraient pas été
rebouchée en quelque sorte. Le retour à un fonctionnement normal sera très progressif, une affaire de plusieurs semaines. Pourquoi la pandémie favorise-t-elle la multiplication des cyberattaques, M. Parent-Antoine ? Le passage au télétravail, évidemment, ouvre la surface d'attaque, puisque tout ordinateur qui n'a pas été prévu pour devient une intrusion possible dans les systèmes d'information qui sont connectés, soit aux collectivités, aux entreprises, ou dans les structures qui sont là. Donc c'est surtout ça qui a fait ça, le temps de réagir, le temps de se rendre compte des problèmes et de patcher les ordinateurs, de les configurer pour qu'ils résistent mieux. Entre-temps, les systèmes ont été infectés et ensuite on attend de voir si on a trouvé l'infection. Et une fois que le pirate est prêt à lancer une attaque, là, il a tout ce qu'il a à sa disposition pour lancer son attaque, effectivement. Il y a aussi le fait que les gens se sont retrouvés dans des configurations à la maison, plus vulnérables à l'utilisation d'un système d'information et peut-être moins sensibilisés qu'en entreprise aux problématiques de tentatives d'hameçonnage. Le collègue qui est juste à côté, non, clique pas sur ce lien, je me suis fait avoir, j'ai eu le même, il faut pas cliquer. Donc évidemment, il y a tout ça qui disparaît quand on se retrouve chacun de son côté. Monsieur Rousseau, vous avez eu un surcroît de demandes de vos clients dans ce moment ? Oui, on a essayé de les accompagner au maximum quand le télétravail est arrivé. On les a prévenus, on leur a donné des consignes, équiper vos collaborateurs, créer des liens sécurisés entre l'entreprise et le domicile. Et le pire, c'était l'hybride, entre des gens qui emmenaient l'ordinateur au domicile, qui revenaient travailler quelques jours, j'allais dire qui affectaient la société. Donc oui, on a une demande croissante, mais on s'en est pas trop mal tiré. Nos clients ont été conseillés à temps, on les a suivis. Voilà, toutes les précautions qu'il fallait ont été prises. Il fallait arriver à jongler entre le besoin d'aller vite s'installer en télétravail et la nécessité oui, mais on a demandé à certains clients peut-être de perdre une demi-journée de production pour amener les éléments qu'il fallait pour se prévenir de tout risque. Monsieur Labetoul, vous avez quelques chiffres là-dessus, l'augmentation des phénomènes ? Oui, tout à fait. Et malheureusement, les chiffres confirment la tendance. Pour l'année 2020, on a une augmentation de 67% d'attaques cyber. Rien que pour les atteintes au système de traitement automatisé de données, donc en fait l'intrusion dans votre ordinateur, nous avons recensé plus 175%, ce qui représente à peu près 55 faits dans le département. Malheureusement, pour l'année 2020, je suis assez pessimiste. 2021, pardon. Pour l'année 2021, je suis assez pessimiste parce que nous recensons déjà 124 faits cyber pour les 2 premiers mois de l'année. Monsieur Pichon, de quelle manière est-ce que vous aviez géré le télétravail ? Le télétravail était relativement important au niveau du conseil départemental. 50% des 1300 collaborateurs, un peu moins, avec des ordinateurs portables, des connexions correctes, pas pour tous, mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Mais ça n'a pas été la porte d'entrée de notre cyberattaque. Allez, avant d'aller plus loin, on va faire quelques petites définitions rapides des principaux types de faits cyber, comme vous les appelez. L'attaque contre l'hôpital de Dax, Périgueux, etc. La liste est longue du nombre d'hôpitaux concernés. Tout ça, c'est du ransomware ou rançon logiciel. Comment ça marche, Monsieur Rousseau ? On dépose un virus bloquant sur le système d'information et contre la clé de déblocage, on demande une rançon. Qui est plus ou moins importante. Et plus le délai court, plus la somme peut monter très vite, très vite. Le phishing, Monsieur Labetoul ? Alors le phishing, c'est le fait de récupérer vos données par l'intermédiaire d'un faux mail ou par l'intermédiaire d'un site miroir. Le cheval de Troie ou le virus, c'est pareil, Monsieur Parent-Antoine ? C'est une forme de virus, en fait, un cheval de Troie. C'est une manière de s'introduire dans un système pour ensuite y faire des choses. C'est-à-dire que ce qu'on introduit peut être malveillant la plupart du temps. Et l'objectif de ce qui est introduit, c'est d'aller se propager à l'intérieur du système infecté jusqu'à être à un endroit qui intéresse l'attaquant, quoi. Et une fois que cet endroit est infecté et que le logiciel du pirate est installé, le pirate va pouvoir déclencher à distance l'exécution d'une autre partie du logiciel. Tout ça est transparent pour un utilisateur lambda. Une personne s'en rend pas compte. Si on n'a pas explicitement mis des sondes pour observer ce qui est en train de se passer avec un objectif technique, avec des compétences techniques importantes, on ne s'en rend pas compte. Par contre, la personne qui a cliqué sur le mail au début pour permettre au cheval de Troie de rentrer dans le système va contribuer
pour une grande partie à l'existence de ce cheval de Troie. Et donc je sais pas quels sont les chiffres de point de vue de la gendarmerie, mais monsieur Pouplard de l'ANSSI explique, directeur de l'ANSSI, que c'est en gros 80% de l'activité humaine sur le système d'information qui est génératrice des conséquences au niveau attaque, quoi. ANSSI, Agence nationale des systèmes de la sécurité des systèmes d'information. Ouais, c'est donc l'équivalent de la NSA en France, sans le côté renseignement. D'accord. Monsieur Pichon, racontez-nous comment a débuté l'attaque subie par le conseil départemental de la Vienne. Probablement par l'intermédiaire d'un logiciel et de matériel d'un de nos prestataires. Mais ça, on se rend compte après. Le 21, on se rend compte que notre système informatique est vicié, qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont cryptés, ce qui vient d'être dit. Donc, on bloque tout, on arrête tout. Cellule de crise, contact avec l'ANSSI, contact avec la police, pour essayer de voir comment on peut avancer. On prend évidemment la tâche d'une société spécialisée agréée par l'ANSSI. Ça, c'est aussi totalement indispensable. Ça, c'était le jeudi. Ils sont là le vendredi. Et puis, tous les jours ensuite. Jusqu'à là, on est à 1 mois et demi passé. On a à peu près tout retrouvé. Les 1500 ordinateurs ont été tous réouverts, nettoyés. On a encore quelques logiciels métiers qui doivent arriver pour être remis en œuvre pour nos collaborateurs maintenant très vite. Mais un chantier gigantesque et dès le départ, c'est un peu le cataclysme parce qu'on n'est pas prêt. Donc on monte très vite une stratégie. Mais c'était douloureux. Vous l'avez vécu comment? C'est comme une alerte à la bombe d'un seul coup? C'est ça. C'est le début de la guerre. On entend les sirènes et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est prêt. Alors notre équipe qui s'occupe du système informatique avait déjà travaillé ces questions-là. Sans doute pas assez, puisque voilà, on a été infecté. Néanmoins, on a plein de questions. Et puis le lendemain, on n'a plus de téléphone, parce que la téléphonie, souvent, c'est aussi basé sur l'Internet et l'informatique. On a des gens, il faut qu'on soit... On est un service public, il faut qu'on soit... qu'on puisse recevoir tous les appels, dont des appels qui peuvent être des appels liés à des questions de santé, des questions de sécurité pour la petite enfance, par exemple. Donc on est vraiment en difficulté. Dès le lendemain, on réussit quand même à remettre en place la partie téléphonie avec des transferts sur des téléphones portables pour pouvoir être joignable, pour pouvoir faire un minimum de services. Et puis on commence à mettre en œuvre notre stratégie de redémarrage avec les spécialistes, avec notre équipe. Par quoi on commence? Et on a reconstruit l'architecture de notre système informatique petit à petit en ayant... Moi, j'ai donné une consigne. Il ne faut pas qu'il y ait un collaborateur, il ne faut pas qu'il y ait un allocataire du conseil départemental qui soit en défaut face à une question économique, face à une question de sécurité. Et pour ça, vous aviez les données de côté? Ou est-ce que c'est encore ce qui pêche? Alors non, les données, on a probablement tout récupéré. Peut-être y a-t-il eu des sorties, on a vu des flux. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'analyse complète de tous ces flux. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été captées? On manque encore de recul sur ce dossier. Pour parler de l'enquête, justement, Monsieur Labetoul, la rapidité, c'est un aspect important dans ces cas-là? Oui, très important. Je vais prendre l'exemple du FOVI, du faux ordre de virement international. Il faut absolument, dans un premier temps, que si le chef d'entreprise constate qu'il y a eu un FOVI, il faut nous prévenir immédiatement. Il ne faut pas attendre, parce que nous avons 8 heures pour bloquer les fonds. Ensuite, concernant cette attaque, j'assimile une cyberattaque à un cambriolage. Quand vous êtes sur un cambriolage, vous ne rangez pas votre maison et vous appelez la gendarmerie après. Là, quand vous subissez une cyberattaque, vous faites venir votre référent informatique et vous appelez la gendarmerie en même temps. On va arriver avec un technicien en réseau, avec un technicien en nouvelle technologie, et on va figer la scène pour pouvoir récupérer un maximum de données, les données de connexion, ce qu'on appelle les logs. Et une fois qu'on aura récupéré ça, on laissera le réseau informatique gérer la panne géante de l'établissement. Ok. Qui sont les pirates, Monsieur Parentoen? Il y a beaucoup de cybercriminels. Enfin, c'est la criminalité qui s'est réorganisée du côté cyber parce que ça coûtait pas cher et que c'était beaucoup plus simple
aujourd'hui d'aller du côté informatique, puisque les systèmes informatiques sont très ouverts et donnent accès à beaucoup d'informations et donc beaucoup de données aussi, et parmi ces données, il y a des données, numéro de compte en banque, code d'accès, voilà, ce genre de choses. Et puis toutes les stratégies qui marchent au niveau criminalité standard, on les retrouve au niveau cybercriminalité. On fait des faux, on fait des usurpations d'identité, on fait des tas d'actions complètement illégales en utilisant un système d'information comme une arme ou comme un dispositif qui aide à faire le crime. Ça, c'est un des aspects. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est d'un point de vue international comment ça se passe. Parce que la plupart du temps, en fait, il y a aussi des guerres cyber entre États, entre nations, qui donc recrutent des compétences en cybersécurité pour faire des attaquants, pour faire des pirates. Et donc, ils sont formés puisqu'ils sont payés par les États. Et donc, en face, on se défend, on apprend à se défendre aussi, et on apprend éventuellement à attaquer de son côté aussi. Et petit à petit, donc le conflit peut amener à s'arrêter parce que les relations diplomatiques se sont améliorées. Mais par contre, les gens qui sont montés en compétences cyber et qui sont devenus des très bons pirates, qui ont été payés par les différents États, ils vont se tourner vers la criminalité en disant, voilà, nous avons des services à vous proposer. On sait qu'on peut vous rapporter plein de sous, et du coup, on augmente la compétence cybercriminelle et le nombre d'attaques potentiellement. Donc, du coup, ça peut atteindre des niveaux qu'on observe aujourd'hui, effectivement. Et ça en arrive à des débats lors des conférences de la paix. La dernière conférence de la paix, on a essayé de mettre en place un dispositif de stabilisation du cyberespace, parce qu'on s'est bien rendu compte que si on continuait à cette vitesse-là dans la sophistication des attaques et dans la capacité à aller s'introduire dans des systèmes étrangers et y faire le bazar, l'intérêt d'avoir recours à des systèmes d'information va devenir inintéressant. Et enfin, va tomber. C'est-à-dire tout l'intérêt d'avoir des systèmes d'information pour améliorer la compétitivité, faciliter la communication entre les êtres humains, faire tout ce qui va bien pour être au service des gens, quoi. Ça va disparaître et ça n'aura plus d'intérêt du tout, puisque ce sera toujours plus compliqué. Ça deviendra tout aussi compliqué, voire plus, que sans passer, quoi. Monsieur Rousseau, un mot sur les pirates. Vous m'avez mentionné un petit peu, en préparant cette émission, le milieu d'où ils viennent et quelques nationalités. Oui, alors, nationalités, on en a 2-3 dans les cibles bien souvent, hein. Russes, Chine. Et en fait, à la base, c'est un jeu. Ils ont la PlayStation, ils jouent à hacker. Et au fur et à mesure, ils gravissent les échelons. Et à un moment, ils sont très bons, ils sont reconnus, ils commencent à vivre avec. Les rémunérations peuvent aller très très vite. Donc, oui, la cyber est très profitable aux attaques. Et donc ça commence, vous dites, par des compétitions entre gamers, entre adeptes du jeu vidéo et des petites rémunérations, et puis ça grimpe. Un week-end, combien peuvent rentrer dans les sociétés, avoir l'adresse de la société. Ils passent un week-end, ils comptent à la fin du week-end, il y a un gagnant, tant mieux. On se dit c'est peut-être le plus performant, donc on le recrute. Et puis ça avance comme ça. Voilà. Et récemment, donc, il y a eu la divulgation de données de santé de près d'1,5 million de Français, un fichier géant en libre accès sur Internet. C'est quoi l'objectif d'une action comme ça, M. Parent-Antoine ? Vous allez peut-être me le confirmer, mais au marché noir, un dossier de santé complet, c'est 60 €. Donc 1 million, c'est 60 millions d'euros. D'accord, oui, comme ça va très vite. Voilà, donc c'était le chiffre que je connaissais, dont j'en avais entendu parler en 2018. Ça a peut-être augmenté ou diminué, parce que si la concurrence, c'est les prix du marché. Hein, c'est pas encore régi sur les... c'est pas coté en bourse, mais on s'en approche, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que ensuite, ça va être acheté par des assurances, ça va être acheté par des gens qui vendent des produits qui ciblent des problèmes de santé. Qui vont de nouveau redémarcher dans une manière légale. Dans des marchés normaux, et du coup, qui sont intéressés et qui contribuent en faisant des choses illégales, que ça reste illégal quand même, puisqu'il y a des réglementations qui ont été décidées notamment à l'échelle européenne pour protéger les citoyens justement de ces utilisations abusives des systèmes d'information. En jouant pas le jeu, les sociétés favorisent la cybercriminalité. Allez, une autre technique utilisée par les cybermalfaiteurs, on en a dit un petit mot il y a un instant, c'est l'arnaque au faux président. En Nouvelle-Aquitaine, ces dernières années, il y a une affaire tristement symbolique. En 2015, une PME de Thouars, BRM Mobilier, va le payer très cher. Voyez le reportage que nous avions diffusé à ce moment-là. Rentrée cauchemardesque pour la quarantaine d'employés de ce fabricant de bibliothèques du nord de Sèvres. Leur entreprise a été victime d'une arnaque et depuis cette annonce, les ateliers sont à l'arrêt.
le moral au plus bas. Tout le monde est pris au dépourvu, on avait de l'activité, il y avait de quoi travailler jusqu'à la fin de l'année. Donc forcément, on a l'impression d'être dans un film. Et voilà, je pense que tout le monde est dans le même état d'esprit aujourd'hui et c'est difficile. Un casse silencieux, très discret, à 1 600 000 €. Les dirigeants ont découvert l'ampleur du trou tout début septembre, 15 jours après les faits. La responsable administrative et financière du site a été piégée et mise sous pression par des malfaiteurs très bien renseignés. Elle a reçu des mails par des gens qui ont usurpé mon identité, créé une boîte mail spéciale à mon nom et qui lui ont demandé de se mettre en rapport avec des avocats, avec des cabinets juridiques qui lui donnaient ensuite des instructions pour faire des virements pour soi-disant une opération super confidentielle, extrêmement importante. On avait besoin que l'argent vienne de BRM pour racheter des sociétés concurrentes. Convaincu par cet argumentaire, l'employé a donc coordonné 7 virements successifs de plusieurs centaines de milliers d'euros à destination de Hong Kong, Singapour. Elle a été mise à pied à titre conservatoire. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien puisque les comptes ont été intégralement siphonnés par cette opération. Lorsqu'ils ont fini lorsque les virements sont arrêtés, il ne restait plus un sou sur les comptes. Cet argent devait permettre de boucler la trésorerie du second semestre. C'était aussi le paiement d'une commande prestigieuse, la réalisation de la médiathèque de la Sorbonne d'Abu Dhabi. Il y a un certain sentiment de gâchis parce qu'on a des capacités, on a des possibilités, et on se trouve dans l'impossibilité de poursuivre, puisque tout le stock va être bloqué et on ne peut pas réaliser les commandes qui ont été passées. La société est en cessation de paiement. Plusieurs plaintes sont déposées dans l'espoir, un brin utopique, de récupérer les capitaux disparus. Et je précise que l'entreprise a disparu corps et biens dans les 4 mois qui ont suivi. Aujourd'hui encore, certains salariés contestent leur licenciement au prud'homme. Ils s'estiment lâchés par leur groupe. Côté enquête, la comptable auteur des virements a été licenciée pour faute grave. Monsieur Rousseau, c'est quoi le ressort d'une bonne arnaque au président ? Bien, Jean-Marie vient de signifier. Le ressort, c'est déjà prévenir le plus vite possible tous les corps de l'État pour contrer l'arnaque au président. Après, le premier ressort, c'est l'éducation des salariés. Prévenir bien avant, donner les procédures. On n'opère pas un virement d'un montant extraordinaire sans l'autorisation réellement et la signature du président d'une société. Donc, les malfaiteurs choisissent leur moment en général. Là, par exemple, c'était l'été. Il n'y a pas d'été. On prend tous, dirigeants de société, on prend tous des vacances l'été. On est tous absents en semaine. Voilà, c'est une... La cyber en général et l'arnaque au président, c'est une éducation. On en parlait récemment. C'est une éducation globale des collaborateurs. Certains événements exceptionnels doivent être remontés à la direction, partagés, approuvés ou pas. Mais voilà, on ne fait pas d'action extraordinaire sans l'aval de qui que ce soit. Voilà, la règle, c'est ça, c'est d'établir des procédures minimum, des mots-clés, des choses qui... Oui, il faut... Voilà. Qui alertent. On vous demande un virement de 10 fois les sommes correspondantes à une habitude. Bah, si possible, ça devrait alerter la personne. Voilà. Si le caractère est urgent, oppressant, voire menaçant, ça se déroule en règle générale le vendredi après-midi, vraiment à la limite. Là, la personne qui est derrière son ordinateur ou derrière le téléphone devrait se dire il y a quelque chose. Ce qu'on indique également, c'est que quand ils reçoivent le mail pour faire le virement, en recevant l'adresse mail, si c'est pas la même adresse mail que d'habitude, la dernière attaque, le dernier phobie que j'ai eu à traiter, c'était le nom, prénom d'un avocat de la société. Simplement, la dernière partie, après le arrobase, c'était un serveur australien. Et quand on explique aux collaborateurs, mais vous n'avez pas vu ? Ben non, parce que, monsieur l'expliquait très bien, c'est qu'au final, on ne sait pas lire ou on a pris de mauvaises habitudes pour lire un mail. On lit le corps du texte, mais on ne lit jamais l'intitulé de l'adresse. Et c'est souvent là que se cache l'indice. Il y a eu beaucoup d'articles, de bruit autour de cette affaire. Est-ce que ça a rendu les entreprises autour plus prudentes ? Non. Non. C'est catégorique, non. Si je peux me permettre, la réponse est non. Non. Vous signalez la lecture d'un mail, on lit toujours le corps de mail. Vous placez votre souris
2 secondes sur l'adresse, et quelquefois l'adresse qui apparaît derrière ce positionnement de souris vous donne la vraie adresse, et vous apercevez que c'est pas celle qui vous a écrit. Donc c'est 2 secondes, mais c'est pas 2 secondes de perdu, parce que le vrai expéditeur est souvent dévoilé seulement par cette petite astuce, et je pense qu'on peut gagner beaucoup de temps. Et beaucoup d'argent. Oui. Et beaucoup d'argent. Dans cet exemple, le piratage, ça a eu pour conséquence la destruction d'une entreprise, de la quarantaine d'emplois qui allaient avec. Monsieur Pichon, les conséquences pour vous au quotidien, est-ce qu'elles sont chiffrées? Alors, les conséquences financières directes, pour l'instant, c'est 140 000 € environ. Là, c'est de la prestation de service, c'est de l'achat de matériel. Là, c'est la gestion de l'urgence. La gestion de l'urgence. J'ai demandé à tous les services que l'on puisse chiffrer suffisamment précisément. Ça va être quand même assez long et compliqué. Le temps perdu, l'inactivité entre guillemets, mais qui a été forcée. Et évidemment, des collaborateurs, on a ressorti le papier et le crayon. Puisque, voilà, à un moment, on a un service public, il faut rendre ce service. Donc, il va falloir aussi, à un moment donné, qu'on réintègre à l'intérieur de nos logiciels propres toutes ces données-là. Donc, il va y avoir beaucoup de temps à passer, difficile à chiffrer. En tout cas, j'ai été stupéfait de la réactivité et de la solidarité des équipes qui ont très, très vite soit donné... Alors après, c'est bien, c'est mal... mais en tout cas, c'était pour bien faire leur adresse mail perso, ou qui en ont créé des nouvelles pour pouvoir communiquer. Parce qu'en fait, on est dans un monde d'un seul coup qui s'arrête. On n'a plus de communication, on ne sait pas ce qui se passe. J'envoyais des messages SMS à tous les collaborateurs et à tous les collègues élus, parce qu'on avait des ressources à ce niveau-là, pour leur donner des informations, parce qu'il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien. C'était difficile de communiquer par la presse pour que tout le monde le voit. On l'a fait, mais puisqu'en toute transparence. Mais c'est vrai qu'on tombe dans un grand trou noir. Et donc, on se remonte petit à petit. Et donc, tous les collaborateurs ont joué le jeu, ont mis en place des adresses, je vous le disais, mais aussi ont utilisé pour beaucoup ceux qui n'avaient pas de téléphone professionnel, leur téléphone perso. On a vu aussi... les gens avoir un élan de solidarité à l'intérieur du conseil départemental, parce qu'ils ont tous beaucoup de cœur à l'ouvrage, évidemment, et puis on est la collectivité de la solidarité, et il ne faut pas que cette chaîne s'arrête, parce que les gens avec qui on travaille sont des gens qui sont souvent dans la peine et qui ont des grands besoins, et on a réussi à faire face pour les besoins les plus importants, et particulièrement financiers, sans qu'il y ait de dégâts pour les gens avec qui on travaille. Quel budget est-ce qu'il faut prévoir, Monsieur Rousseau ? On ne peut pas prévoir le budget. Pour se protéger. J'entends la solidarité des collaborateurs du département et bravo, mais je pense que toute attaque, il faut la prévenir, il faut la préparer. Il y a des services, système de management du service d'information. On se prépare une crise, on la déroule, on fait des plans de reprise d'activité, ce qui limite au maximum les dégâts et surtout qui prépare ce scénario de reprise. Donner les adresses personnelles, donner les téléphones personnels, bon, ils l'ont fait, mais c'est pas préférable. Et donc, dans un plan de reprise, on prévoit tout ça, on prévoit le sinistre global, et on amène étape par étape. La gendarmerie dit, on coupe le tout, on fait un premier constat, une fois que le constat est fait, on commence à redémarrer, et tout doit être écrit dans un process cadré comme il faut, et il n'y a pas d'erreur, et vous gagnez du temps, mais ça se prépare. Alors l'investissement le plus lourd, je pense que c'est celui-ci. La facture après cyber, 140, 200, je ne sais pas, peu importe, et là on est peut-être sur des petits chiffres, des fois on est la mort d'une entreprise. Donc le chiffre, je pense qu'il faut le mettre dans la préparation, dans le scénario de protection et de reprise. Voilà, alors, c'est cette anticipation que toutes les entreprises devraient avoir. Moi, je suis une PME, j'ai 20 salariés. Quel budget est-ce que je dois imaginer consacrer à ça pour éviter d'être attaqué ? La prévention, côté prévention. Alors, éviter d'être attaqué, moi, je ne sais pas si j'ai la légitimité de le dire, mais l'attaque à 100%, se protéger à 100%, je ne peux pas le garantir. Je ne sais pas si quelqu'un peut le garantir aujourd'hui, je ne pense pas. La menace est trop évolutive ? La menace est trop évolutive. Et puis, un cambrioleur veut rentrer chez vous parce qu'il a vraiment quelque chose de valeur à aller chercher. Il ira par la porte, par la fenêtre, il ira. Et en informatique, c'est pareil, il arrivera à ses fins. Ce qui est important, c'est de savoir à quel moment il rentre chez vous.
pouvoir contrer peut-être cette attaque si c'est possible, mais quand le délit est effectué, savoir récupérer, savoir repartir comme il faut. Et là, toute l'importance de l'action qu'il faut. Voilà. La valeur, on essaye de mettre des moyens qui correspondent aux moyens de l'entreprise. On ne va pas mettre 200 000 euros sur un moyen de protection, sur une TPE de 50 personnes. Non, c'est inutile, cadrer ce qu'il faut, et puis toujours prévoir ce plan de reprise. On passe des sauvegardes extérieures, on parle de... Quand vous dites sauvegarde extérieure, c'est-à-dire par exemple pour des fichiers stratégiques, les avoir sur des supports différents de ceux de l'entreprise. En interne, ça peut être externe. une clé USB, ça peut être Alors, un serveur extérieur. Non, clé USB, je suis un petit peu allergique. Chez nous, c'est banni. Pas de clé USB parce que ça se perd et ça se copie. Mais sauvegarde sur des centres extérieurs, oui, sans problème, ça se fait quotidiennement. Et là aussi, vous mettez, suivant les valeurs que vous avez en face, des temps de réactivité, 4 heures, 2 heures, 8 heures, 24 heures, ce qui permet de retrouver une certaine sérénité au moment de la reprise. Les dégâts, il y en aura toujours, mais ils seront quand même minimes. C'est des forfaits plus concurrentiels qu'on imagine, tous ces services, à l'échelle d'une année, à l'échelle... Oui, aujourd'hui, vous parliez d'une petite entreprise, TPE, c'est tout à fait acceptable pour une petite société, des services comme celui-ci. Oui. Monsieur Parentoen, comment est-ce qu'on se protège? Est-ce qu'il y a un manque de culture numérique aujourd'hui? Comment est-ce que vous décririez Je ne suis pas sûr que la culture soit que numérique ou alors que dans la gestion des risques de manière générale des entreprises n'est pas intégré le risque cyber. Et je pense que en fait, une entreprise, quelle que soit sa taille, doit se poser la question: qu'est-ce qui est critique chez moi? Quel est le truc qu'il faut que je protège? Parce que si jamais je le perds, je mets la clé sous la porte. Et cette question-là, toutes les tailles des entreprises peuvent se la poser. Et si on ne se la pose pas, par contre, le jour où on a un problème et qu'on perd cet élément critique parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on pouvait le perdre, alors c'est là qu'on est vraiment en danger. Et c'est là qu'on peut mettre la clé sous la porte. Donc cet objet, ces aspects, qu'est-ce qui est critique chez moi? C'est la première question que doit se poser une entreprise, qu'elle soit TPE, PME ou un ETI ou une grande entreprise, quoi. Et une fois que la question s'est posée, qu'est-ce qui est critique? La deuxième question qui vient, c'est comment je le protège? Et en fonction de ce qui est critique, les moyens de protection vont être différents les uns des autres. Ça peut être simplement par de la sensibilisation de mes collaborateurs. Je vais faire en sorte que mes collaborateurs ne fassent pas de bêtises, qu'ils soient au courant d'un protocole pour éviter des arnaques au président. Je reçois un mail qui me demande de verser urgemment un vendredi à 17h30 une somme qui dépasse les habitudes des virements. J'ai un protocole qui passe par un autre canal que le mail, le téléphone ou des choses comme ça qui permettent de pas se faire avoir et ensuite d'être en week-end tranquille, parce que sinon on part en week-end, soit on a fait le virement et on tremble, soit on n'a pas fait le virement et on tremble. Donc dans tous les cas, il faut faire en sorte de pas trembler le week-end et de savoir et d'avoir prévu à l'avance. C'est toujours le même problème. En ayant prévu avant, eh bien, quand le jour où ça arrive, on est beaucoup plus à même de bien réagir et pas dans l'urgence et de la meilleure manière possible. Voilà, c'est ça que j'aurais tendance à dire. Alors évidemment, tout ça a un coût, mais c'est pas forcément un coût en termes financiers. Ça peut être un coût en termes de ressources humaines, ça peut être un coût en termes de temps de formation, ça peut être... C'est ce genre de coût auquel il faut penser. Et ce temps anticipé, cet investissement, qu'il soit humain, financier ou dans des compétences, a un retour sur investissement qui peut être pertinent, mais c'est une assurance, c'est une forme d'assurance. Il y a aussi des assurances. Mais bon, je ne conseillerais pas d'aller d'abord vers des assurances. De toute façon, les assurances vont commencer par vous demander quelles sont vos protections, qu'est-ce que vous voulez protéger et qu'est-ce que vous mettez en place pour le faire, quoi. Monsieur Labetoul, comment est-ce que vous testez la sécurité des entreprises? Alors, je vais d'abord répondre à une autre question. D'abord, c'est si vous êtes propriétaire d'une TPE, PME, vous êtes en train de vous poser la question: qu'est-ce que je dois protéger? Je vais vous répondre, il faut appeler la gendarmerie. Et on va venir faire un diagnostic de votre entreprise. Gratuitement et de manière confidentielle. C'est-à-dire que les données, on ne va pas les collecter et on ne va pas les diffuser, on va vous les remettre. Et ensemble, on va déterminer les failles de votre entreprise. Ce dispositif fait partie intégrante du dispositif Présence. En fait, l'année dernière, avec la pandémie, vous avez connu le système gendarmerie Répondre Présent. On a répondu à la population en tout lieu et en tout temps. Donc le dispositif Présence a récolté les techniciens en réseau, les techniciens en nouvelles technologies, le référent sûreté, parce qu'il ne faut pas oublier la partie cambriolage également de l'entreprise, et le référent en sécurité économique et protection des entreprises.
Donc on va venir totalement gratuitement dans votre entreprise et on va établir un diagnostic. On va vous remettre et comme ça au moins vous allez pouvoir vous dire tiens, il y a ça qu'il va falloir que je travaille ou j'ai mes serveurs qui sont pas à jour. On va pouvoir peut-être limiter une attaque. C'est quoi le taux d'élucidation des affaires cyber? Le taux d'élucidation. Des arrestations. Est-ce qu'il y en a des arrestations? Oui, il y en a. Oui, il y en a. Alors, je vais rebondir sur ce que monsieur a dit tout à l'heure. Il y a le cyberdélinquant d'opportunité. J'appelle le cyberdélinquant du dimanche après-midi qui ne sait pas quoi faire devant sa télé, qui a récupéré un petit logiciel pour récupérer les données. Celui-là, ça sera très simple. Ça sera très simple de le récupérer. Donc, on a un très bon taux d'élucidation au niveau de ces faits. Par contre, tout à l'heure, il a été abordé le sujet du cyberattaquant au niveau international. Alors ça, c'est pas le niveau du gendarme de la Vienne qui va pouvoir enquêter, qui va pouvoir... voilà. Ce dossier-là, il va être transmis à la section de recherche à Poitiers, si ça se passe dans le département, bien entendu. Et ce dossier-là va être transmis à la C3N. Alors la C3N, c'est le centre de lutte contre la cybercriminalité numérique. Donc ce sont eux qui vont se charger d'enquêter là-dessus. Alors, le taux d'élucidation, c'est vraiment variable. On peut pas quantifier en fonction de l'attaque. Et il est quand même assez bon. Faut reconnaître que la gendarmerie, au niveau de l'espace cyber, est assez performant. Après, dès qu'on est sur l'international, on a des gens qui sont plus experts et qui savent se cacher derrière tout un chemin d'autres adresses. Oui, c'est la difficulté de ce qu'on appelle l'analyse forensique, c'est-à-dire le Dexter, mais le Dexter du cyber, quoi. Donc, être capable d'aller remonter une attaque et de savoir qui est à l'origine d'une attaque, c'est quelque chose qui est très difficile. Et après, il y a la barrière diplomatique dont on parlait tout à l'heure. Il y a une barrière diplomatique, mais d'un point de vue technique, mais même techniquement, c'est difficile, quoi. C'est-à-dire que on va pouvoir éventuellement identifier des machines qui ont servi à attaquer, à mener l'attaque, mais c'est pas forcément la machine initiale qu'on repère facilement. Connaître la machine initiale, c'est que c'est vraiment une action qui est très difficile. Et une fois même imaginons qu'on ait trouvé la machine initiale, identifier un être humain qui est devant cette machine, c'est encore plus difficile. Donc là, on quitte le domaine informatique et on rentre vraiment dans des problématiques d'Interpol et des renseignements internationaux, quoi. Ouais, vous tombez dans un cybercafé. C'est ça. Voilà. Et là, utilisé par X personnes. Allez. C'est ça. Nous avons beaucoup parlé des entreprises, mais les particuliers aussi sont visés. Récemment, la gendarmerie de Charente-Maritime a choisi un support original pour ses messages de prévention. Regardez. Au Fournil du Rivage à Châtelaillon, quand vous achetez une baguette, vous repartez avec de précieuses informations sur la cybermalveillance. Merci, bonne journée. Bonne journée. Est-ce que vous avez vu l'opération qu'on fait avec la gendarmerie? Non. Oui, donc on distribue des poches à baguettes, voilà. Oui. Donc sur les dangers d'Internet, donc avec tous les risques liés à Internet. D'accord. David Odino est l'un des 100 boulangers de Charente-Maritime qui distribue ses sachets de pain porteurs de messages de prévention. C'est vraiment une bonne idée, moi je trouve, oui. C'est dans toutes, que ce soit les petits et puis surtout les personnes âgées qui ne sont pas trop au courant. 1,15 €. En Charente-Maritime, les gendarmes ont enregistré 280 plaintes cette année. Des internautes qui ont été escroqués sur la toile, comme certains clients de cette boulangerie. J'ai fait pirater mon site internet l'année dernière, où j'avais plus rien. Du coup. Tant qu'on ne demande pas de la carte bleue, ça va. Mais si on réclame la carte bleue, moi, je choigne. C'est la première fois que la gendarmerie de Charente-Maritime adopte ce support qui avait été expérimenté dans les Vosges. 100 000 sachets sont distribués pour rappeler les pièges à éviter. Nous avons aussi parfois des phénomènes où des gens tombent amoureux sur Internet, sont un peu négligents, donnent des photos intimes et se font parfois menacer et rançonner et donnent de l'argent aux malfaiteurs. D'autres campagnes seront lancées par la gendarmerie sur ces supports, car le message semble plutôt bien passer. Donc quand on est cambriolé, on appelle le boulanger. Voilà. Bon, vous avez aussi une page Facebook à la gendarmerie sur laquelle vous dispensez un certain nombre de messages de prévention. Combien il y a de gendarmes qui travaillent sur ces questions cyber? Au niveau du département, nous sommes 40 cybergendarmes. Donc on a constitué un réseau et ce réseau appartient au réseau Cybergendre qui est constitué de 7000 gendarmes au niveau national. D'accord. Dans ce contexte d'attaque multipliée, le gouvernement annonce un plan de grande ampleur, 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Rousseau?
C'est parfait. Il faut donner les moyens de contrer cette cyberattaque, que ce soit de la pochette de pain à donner des financements d'études sur la cyber dans les entreprises, au niveau personnel. Toutes les actions sont bonnes. Il faut démocratiser absolument tous les usages de la cyber et c'est le meilleur moyen de se protéger. Vous me disiez en préparant cette émission qu'il y avait peut-être un risque d'abus sur l'équipement des entreprises. Alors il va falloir accompagner ça un peu serré. Oui, la bonne idée d'un audit par la gendarmerie qui est gratuite et je pense que ça va limiter les actions qui sont derrière. Les dérives commerciales. Ça va cadrer les besoins. Donc s'appuyer sur une expertise. Alors si elle est gratuite, c'est encore mieux. Mais s'appuyer sur un premier niveau d'expertise avant de faire intervenir d'autres sociétés. Monsieur Pichon, un commentaire sur ce plan du gouvernement, 1 milliard ? C'est indispensable. En fait, il faut qu'on arrive à contrer les terroristes. C'est la mafia, c'est la guerre. 1 milliard, est-ce que c'est assez ou à l'échelle pas ? de la France. Mais en tout cas, il faut qu'on s'y mette tous. Il faut que le gouvernement montre l'exemple. C'est bien, ils le font. Nul n'est à l'abri. Enfin, ça a été dit. Même les meilleures protections sont probablement faillibles. Et il faut qu'on se mette le mieux possible avec des outils pour se défendre. Monsieur Parentoen ? Il faut voir ça dans la continuité, c'est-à-dire que c'est bien un effet d'annonce de dire voilà, je mets 1 milliard sur la table. Le problème, c'est ce milliard, déjà, comment il va être distribué. C'est pas du tout évident, il y a rien qui accompagne ça. 40 gendarmes sur toute la Vienne, ça fait un bon nombre de PME pour chaque gendarme. Et il faudra faire ça régulièrement, parce que c'est pas parce que vous avez eu un audit une année que 3 ans plus tard, vous êtes bien protégé aussi. Je pense qu'il faut rentrer dans une démarche de réactivité plus importante, avec plus de gens capables d'aller vers les entreprises pour prêcher la bonne parole et pour aider à faire des configurations, systèmes et de la sensibilisation au plus près des gens qui en ont besoin. Je pense à tout le réseau des TPE et des PME qui sont les cibles les plus critiques. Les autres grandes entreprises et les ETI ont des moyens un peu différents de se protéger. Mais les petites entreprises n'ont pas ces moyens-là. Et donc, les actions comme celle des gendarmes avec le programme Présence est vraiment pertinent. Et je pense que c'est typiquement ce genre de choses qu'il faut renforcer aujourd'hui et systématiser dans une approche qui tient compte de l'évolution dans la manière dont sont menées les attaques. Les gendarmes, bien sûr, en tiennent compte, mais vous imaginez bien, 40 gendarmes sur toute la Vienne, ça fait peu par rapport au nombre d'entreprises. Monsieur Pichon, vous connaissez le nombre d'entreprises de la Vienne ? Les TPE, PME, combien ça représente sur la Vienne ? Je dirais 10 000. C'est ça, c'est 10 000. Donc pour 40 gendarmes, 10 000 entreprises, ça fait pas une entreprise par jour. Enfin, ça marche pas, quoi. Il manque un facteur, là. Il manque un ordre de grandeur pour pouvoir réagir correctement face à la menace. Si on veut pouvoir ne serait-ce que faire une visite par an ou une visite tous les 2 ans dans une entreprise, dans une TPME, on s'en sort pas comme ça. Donc du coup, il faut mettre en place des mécanismes de formation, de sensibilisation, pour que ces audits de PME puissent devenir systématiques, soit quasiment quelque chose qui rentre dans une offre de protection territoriale. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle paye des impôts, hop, elle a un dispositif de type un gendarme de présence qui peut venir l'aider à faire un diagnostic. Et ça, typiquement, je crois fortement que ce genre de prévention est très efficace. Plus c'est difficile de rentrer plus les gens savent réagir, mieux les enquêtes sont menées, plus on trouve les attaquants qui perdent leur immunité, parce qu'aujourd'hui on a un peu l'impression de l'immunité du pirate, quoi. Plus on arrive à faire des enquêtes parce que les gens ont bien réagi quand ils se sont fait attaquer et les enquêtes sont faciles à faire et on retrouve les attaquants, malgré la difficulté qui peut être sous-jacente quand c'est des bandes organisées à l'échelle internationale, des mafias ou d'autres États, c'est plus compliqué évidemment, mais on n'est pas toujours victime d'un autre État. Il y a aussi beaucoup de cybercriminalité standard. À ce moment-là, des dispositifs comme ceux-là sont vraiment efficaces et permettraient... et typiquement, à l'IRIAF, on essaye expérimentalement de mettre en place un centre territorial de ressources. Et c'est une action... L'IRIAF, alors c'est l'instance universitaire dans laquelle est installé votre master. C'est ça, c'est une composante de l'université de Poitiers qui est située à Niort et qui est à l'origine d'une idée stratégique pour la région. Enfin, pas seulement l'IRIAF, bien sûr, mais elle contribue à une idée stratégique pour la région qui consiste à développer des centres territoriaux de ressources cyber avec vocation, justement, de faire de la formation, de l'audit des PME, de la formation recherche, et qui vont intégrer, en fait, toute la chaîne qui est associée
aux incidents d'origine cyber, des crises d'origine cyber. Donc ça, c'est le projet en cours de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a 2 autres antennes qui sont prévues tout à fait. À Limoges et à Mont-de-Marsan. Ouais. Mont-de-Marsan qui est plus centré santé, Mont-de-Marsan qui est plus santé défense, et Limoges qui est plus centré sur la santé, avec une spécialisation à Niort sur la formation. Donc et tout ça en interaction avec ce qui se passe pour de vrai, de manière à pouvoir, de manière très courte, réagir entre les besoins de formation et de mise à niveau des différents intervenants dans ces processus de prévention cyber, avec des organismes qui répondent aux incidents cyber, tels que la gendarmerie ou tels que des CCIRT, donc c'est des centres de réponse à incidents techniques qui centralisent les incidents cyber sur un territoire et qui vont permettre de, localement, avoir des réponses très adaptées à ce qui est en train de se passer localement et avec des réponses à court terme. Monsieur Rousseau, est-ce que vous pensez que la France est au niveau du contexte actuel pour se défendre ? Justement, il y a ce manque de culture, il y a ces formations qui sont nécessaires. Votre entreprise est la seule labellisée en Nouvelle-Aquitaine. Il faudrait que d'autres le soient. Oui, il faudrait que d'autres soient labellisés, c'est sûr et certain. La France au niveau, c'est un travail constant. Donc, je pense qu'on sera jamais réellement au niveau. Les hackers ont bien souvent un pas d'avance sur nous. La gendarmerie peut le dire facilement. Être prêt, préparer. Quoi. Vous parliez tout à l'heure des audits gratuits de la gendarmerie. Le souci aujourd'hui, il y a certains chefs d'entreprise qui ne sont pas prêts à accueillir un audit gratuit de la gendarmerie par peur du constat. Et ça, c'est quand même dommage. Donc, qu'il soit 70 pour autant de PME dans le département, c'est pas très grave. Déjà, si tous les jours, ils arrivaient à faire un audit accepté par les chefs d'entreprise, on ferait un grand pas. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Nous, on propose à nos clients... Il y a une forme de culture du secret ? Il y a une forme de... Je partageais tout à l'heure avec M. Pichon, je disais... en fait, il y a beaucoup de personnes qui se font hacker, qui arrivent à repartir sans trop de dégâts, qui ne communiquent jamais. Donc, il y a une partie de la cyber qui n'est pas connue du tout, parce que les gens ont honte de s'être fait attaquer. Et pourtant, il n'y a pas de honte à avoir. Au contraire, ça ferait progresser tous les systèmes, ça ferait progresser toutes les détections qu'on peut avoir en amont. Faut partager un maximum. On s'approche du terme de l'émission. Je vais vous demander, Monsieur Pichon, une dernière question. C'est quoi votre prochain chantier après cette attaque ? L'urgence pour vous aujourd'hui ? L'urgence, pour la suite. La réorganisation effectivement de notre structure, l'architecture de tout ce qui est système informatique chez nous, une meilleure protection, puisqu'on s'est fait hacker, donc forcément il y avait une faille, plusieurs failles. La formation des équipes, ça on en a parlé, il y a des choses simples, même si c'est pas passé par là, le mot de passe avec le prénom de notre enfant et sa date de naissance, c'est pas suffisant. Ça peut être les débuts, puis une formation permanente. Nous ne serons probablement jamais en sécurité au niveau de ces dossiers de cyberattaque. Il faut que ça rentre, probablement, c'est encore pas... il n'y a pas de prise de conscience. C'est pas dans notre conscience, probablement pas aujourd'hui. Mais le trauma est utile dans ce sens-là ? Enfin, le trauma, entre guillemets, de l'attaque ? Oui, absolument. Chat échaudé, craint l'eau froide, le vieil adage. Nos équipes sont encore... puisqu'on n'est pas tout à fait sortis de cette attaque, mais nos équipes, je pense, vont être durablement marquées. Monsieur Labétoul, quel conseil est-ce que vous donneriez ? Prévention, sensibilisation. Vous pouvez mettre tout l'argent disponible sur vos serveurs, pour les sauvegardes, sur votre réseau. Si vous n'avez pas sensibilisé votre personnel, ça ne sert à rien. Donc on peut également être présent, la gendarmerie peut également être présent pour sensibiliser les personnels. Et pour vulgariser l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence économique et les cyberattaques, pour essayer de les rendre accessibles. Parce que quand vous parlez aux chefs d'entreprise des cyberattaques ou quand vous en parlez aux employés, tout de suite, ils sont réfractaires. Alors qu'il y a des moyens très simples de le rendre accessible, pour qu'ils puissent prendre en compte les conseils et pour qu'ils puissent les appliquer. Et on va échapper à pas mal de cyberattaques si la prévention et la sensibilisation est faite. Alors un petit conseil avant de se quitter pour le mot de passe, par exemple, vous avez un truc pour des mots de passe plus robustes qui soient pas... C'est ça, j'ai un truc très particulier. Bon, je suis fan de chansons. Vous prenez une chanson très entêtante. Voilà, je vous ai sélectionné Michel Sardou, Le lac du Connemara. Vous prenez Terre brûlée au vent, des Landes de pierre. Et là, vous vous dites, c'est entêtant, ça reste dans la tête. Vous le transformez en mot de passe.
T majuscule pour terre, brûler. Ensuite, O, vous transformez en 0. Vent avec une majuscule. Arrobase. Et vous choisissez un chiffre derrière. Et votre mot de passe, il est créé. Et vous allez le retenir parce que c'est une chanson que vous aimez et qui est entêtante. Tout Voilà. simple. Tout Mais simple. il faut y penser, il faut le pratiquer. Il ne faut pas utiliser celui-là aujourd'hui. Non, non, Bon, une fois qu'un exemple est donné, il ne faut pas le réutiliser. En fait. Je vais changer mon mot de passe, Zaga. Il faut trouver son mot de passe personnel. Quel conseil vous donneriez ? Effectivement, je rejoins exactement ce que dit la gendarmerie, c'est-à-dire prévention, c'est essentiel, sensibilisation et formation. En tant qu'universitaire responsable d'un organisme de formation, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas former. Donc de toute façon, la formation est à la base. Et surtout, ne pas perdre de vue que l'informatique est devenue un monde dans lequel on évolue tous les jours. C'est pas un monde magique. Donc il ne faut pas y arriver avec « Oh, j'ai 4 ans, je découvre un nouveau monde ». Non, c'est le même monde que le monde dans lequel on vit tous les jours. Il n'y a aucune magie derrière, il y a des gens qui sont derrière qui le font fonctionner. Ce qui est inhabituel, c'est où sont les gens, parce que d'habitude on les voit dans l'espace physique, dans notre territoire. Là, ils sont n'importe où, et donc comme étant n'importe où, c'est là que c'est un peu pas comme d'habitude, et il faut être prudent, comme on est prudent dans le métro, comme on est prudent n'importe où dans un pays qu'on connaît pas. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas être naïf dans un cyberespace. Tout n'est pas forcément. Déjà, tout n'est pas vrai. C'est très facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il y a même des techniques hallucinantes en intelligence artificielle qui permettent de le faire pour de vrai. Donc la cybersécurité, c'est un métier d'avenir. Il y a 25 à 30 étudiants dans vos promos chaque année. Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Prochain rendez-vous dans une semaine sur un autre sujet. Prenez soin de vous.